Je vais vous parler donc du projet de R&T Pass for Flight, qui est un projet donc, qui a été lancé dans le cadre du FUI numéro 16, donc le Fonds interministériel d'investissement. C'est un projet qui vise à développer un dispositif d'aide au pilotage avec une application spécifique pour l'EMS. Je pense que vous l'avez maintenant bien compris depuis ce matin, l'EMS c'est un des sujets les plus porteurs de l'hélicoptère en France. Bien sûr ce n'est pas le seul, mais c'est là où il y a le plus d'opérations. Et on voulait utiliser ce cadre qui est assez critique avec des opérations très particulières et des contraintes également très fortes comme premier sujet d'application pour notre dispositif d'aide au pilotage. Donc avant de commencer à vous parler du produit en lui-même, vous expliquer un petit peu qui participe à ce projet. Donc c'est un regroupement de 8 sociétés articulées autour d'un chef de file qui est CGX Aero, dont je fais partie, qui a reçu le soutien donc, des principaux acteurs de l'hélicoptère en France, que sont Airbus Hélicoptère, j'ai pas eu le temps de changer le logo, Astrium qui est maintenant devenu Airbus Defence and Space, décidément tout le monde s'appelle Airbus, Thales qui va peut-être bientôt s'appeler Airbus, bon je vais pas lancer ce débat-là, et Lileo qui est une société également spécialisée dans le GNSS appliqué à l'hélicoptère. Bien évidemment, comme tout bon sujet de recherche, il y a la question des financements et qui aide, qui met la main à la poche pour participer. Donc chacune des sociétés, surtout celles du haut, ont décidé de mettre une part de leur investissement de R&D en commun autour de ce sujet. Et on a eu les soutiens financiers donc, de BPI France, qui est finalement le bras armé et financier de l'État français pour financer l'innovation, ainsi que le support des collectivités locales, donc régions, départements et technopoles divers et variés. Petite particularité de ce projet Pass for Flight, c'est un des rares projets qui a une double labellisation de 2 pôles de compétitivité différents, à la fois Aerospace Valley côté Midi-Pyrénées et PACA, Aquitaine, et le pôle Pégase côté PACA. J'arrête avec le blabla et l'administratif, je vous promets, j'ai beaucoup de photos. Quels sont les objectifs ? La première, on va dire, priorité et notre premier objectif, c'est d'augmenter la disponibilité du vecteur EMS. Un hélicoptère sanitaire ne fonctionne, on va dire, ou n'est utile que lorsqu'il est en l'air pour aller chercher des patients ou pour les faire transiter d'un hôpital à un autre. Avoir un bel hélicoptère tout blanc avec des jolis dessins dessus qui reste en permanence sur l'hélistations parce que la météo ne le permet pas ou pour tout un tas de raisons, c'est dommage, d'autant que ça coûte cher. C'est mes impôts, mais c'est aussi les vôtres qui passent là-dedans. Deuxième objectif, on l'a vu et maintenant vous l'avez compris depuis ce matin dans toutes les présentations, il y a le monde de la TMA, des vols commerciaux, de l'IFR, alors il y a beaucoup d'acronymes qui ont été dits, et puis à côté de ça, il y a les vols SAMU qui eux évoluent en dehors des espaces aériens, au milieu des VFR, comme l'indiquait Denis il y a quelques minutes. Et donc ces vols-là, ils ont aussi des besoins de priorité, parce que quand c'est quelqu'un qui s'est coupé une main ou qui est en défaillance vitale, eh ben, il faut aller le chercher, on a besoin d'avoir certaines priorités et on ne peut pas se permettre d'attendre et de laisser le temps s'écouler alors qu'il y a une urgence vitale. Dernier objectif, c'est d'essayer de s'inspirer ou de récupérer les conclusions des projets comme Garden et Care dont Étienne parlait et essayer toujours de s'inscrire dans la mouvance et dans l'esprit des grands projets structurants européens comme César et comme Clean Sky. Donc comment on atteint ces objectifs ? Eh bien nous à CGX on est convaincus que ça passe par la fusion de données et qu'on doit fusionner et restituer auprès du pilote l'intégralité des informations qui lui seront nécessaires pour effectuer sa mission. Ça passe par les informations opérationnelles, les informations géographiques, les informations aéronautiques, les informations météo et éventuellement les informations de capteurs embarqués. Et tout ça, toutes ces informations, eh bien, on va venir les mélanger, les croiser entre elles et on va introduire des algorithmes et de l'intelligence artificielle qui vont aider le pilote dans la définition de la meilleure trajectoire possible à un instant donné et avec un jeu de paramètres d'entrée donnés pour que le pilote puisse prendre sa décision. Alors ça c'est la belle théorie, comment ça se passe plus en pratique. Donc je vous l'ai dit, là maintenant j'ai un petit peu plus d'images, ça va être plus facile.
Les sources d'information, elles sont bien identifiées. Les sources aéronautiques, ça se passe au niveau du SIA. Les sources de données géographiques, eh bien, ça se trouve auprès des fournisseurs comme la NASA ou comme Airbus Defence and Space pour la partie imagerie. Les données météo, ça se trouve chez Météo France. Donc à partir du moment où on est capable de se connecter auprès de ces bases de données, on peut maintenant aller les traiter et arriver, comme je vous le disais, à partir d'un jeu de conditions initiales, donc où sont les contraintes aéro, où sont les contraintes de relief, où sont les contraintes météo, arriver à déterminer une première trajectoire. Ça, c'est relativement facile, vous allez me dire, ça se fait tous les jours, c'est le travail du pilote dans son briefing et dans sa préparation du vol. Là où on va commencer à corser un petit peu le sujet, c'est que ce résultat-là, on souhaite l'obtenir en moins de 5 minutes. 5 minutes, c'est le temps qu'il faut à une machine SAMU pour être mise en route et un pilote pour lever les patins. Ça veut dire qu'en moins de 5 minutes, on doit savoir où aller, où est le blessé, où est le lieu de l'évacuation. C'est pas un aéroport, c'est pas une FATO, ça peut être le carrefour entre la départementale et la nationale, ça peut être le jardin de monsieur machin qui s'est coupé la main, ça peut être toutes ces subtilités-là que le SAMU va récupérer. C'est le briefing météo et c'est le briefing obstacle. Une fois que l'hélicoptère est en vol, eh bien malheureusement, et comme l'a montré le petit scénario de César en Angleterre, eh bien même en France, même si on a des régions et un climat un peu plus favorable, on a des problèmes de météo et il peut arriver que sur la trajectoire qui était initialement déterminée, la météo change et le pilote se retrouve confronté à un phénomène dans lequel il ne peut pas rentrer. Là, on a besoin, en plein vol, de reconfigurer la mission et de redéterminer une nouvelle trajectoire optimale. Le gros problème, c'est qu'actuellement, un pilote qui est en vol, qui a fait son briefing avant le départ, il est entièrement déconnecté et donc il va falloir lui amener cette information par un moyen ou par un autre. Vous avez vu les notions de data link, de data management, de beau glass cockpit avec des écrans qui diffusent tout un tas d'informations. Oui, mais c'est une réalité qui économiquement a un coût et qui technologiquement reste encore du demain, voire de l'après-demain. Aujourd'hui, il y a une problématique qu'il faut quand même adresser. La plupart du temps, comment va faire un pilote pour récupérer ces infos ? S'il a une avionique relativement modeste, voilà son principal outil d'information. Alors, je ne devrais pas le dire puisque normalement ce n'est pas autorisé. Vous avez des applications qui vous permettent de récupérer la météo, qui vous permettent de récupérer tout un tas d'infos. C'est la réalité des vols aujourd'hui. La plupart des pilotes utilisent les moyens de communication modernes. Bien sûr, on comprend pourquoi, mais sans cadre réglementaire formel. Je le cache. À l'arrivée, donc zone délicate, rappelez-vous, on n'est pas sur un aéroport, on n'est pas dans une zone qui aéronautiquement nous est familière, on peut être un petit peu n'importe où dans la nature. On va avoir besoin de ce situational awareness, donc essayer de faire en sorte que le pilote ait une meilleure connaissance de son environnement et principalement de l'environnement obstacle pour éviter les câbles, les lignes électriques, les arbres, les antennes, toutes ces choses-là qui peuvent gêner et avoir une issue catastrophique sur le vol et l'atterrissage du pilote. Alors, quelques briques technologiques de ce projet Pass4Flight qui sont en cours de développement. On a commencé le projet en décembre 2013, donc on est à peu près à mi-course, avec une échéance en 2016 dont je vous parlerai plus tard. Le premier pilier, c'est d'arriver à intégrer de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, on arrive en définissant un point A et un point B et des contraintes opérationnelles comme par exemple une altitude maximale qui va plutôt intéresser les médecins, puisqu'en fonction des pathologies, on va être autorisé, les pilotes du SAMU vont être autorisés à monter plus ou moins haut pour ne pas dégrader l'état du patient. Aujourd'hui, on est capable en moins de 5 minutes d'éviter les montagnes et les obstacles artificiels à partir d'un algorithme de génération. Donc vous avez l'exemple ici entre Castres au sud, en bas de l'image et Carcassonne le plus en haut. On vient relier deux hôpitaux par une trajectoire en moins de 5 minutes en évitant la montagne noire. Si on a vraiment une pathologie critique qui empêche la montée de l'hélicoptère, on voit que la trajectoire rouge va être favorisée et qu'on va contourner la montagne pour éviter de mettre en danger ou de dégrader l'état du patient.
Deuxième brique technologique, c'est une interface souple et intuitive. On l'a vu, les Glass Cockpit, les nouvelles IHM amènent beaucoup d'informations aux pilotes. C'est bien, mais quelquefois c'est trop. Et le pilote, dans sa gestion du vol, il n'a pas le temps d'aller plonger dans 4 niveaux de menu, il n'a pas le temps d'aller voir tous les paramètres qui lui sont mis en face des yeux. Donc on a cette nécessité d'avoir une interface souple et intuitive. Je vais également repositionner ce projet dans son but. On est là pour une aide à la décision à des opérations VFR. Donc on ne parle pas d'IFR, on ne parle pas de Flight Management System, on n'utilise pas tous ces mots grossiers. On est sur un pilote qui est en VFR et qui a du coup un système de gestion du vol qui peut être très basique, voire réduit à sa plus simple expression. Donc on a besoin quand même de lui amener quelque chose. Et nous, le choix, le pari, je dirais, que l'on a fait sur le projet, c'est de lui amener ces informations via une tablette type grand public. Je ne citerai pas de marque, sinon je suis obligé d'en donner 3. Troisième pilier qui est fondamental, c'est l'information météorologique. Aujourd'hui, dans certains cas, et notamment sur les hôpitaux, je vous invite à discuter avec les opérateurs hélicoptères, notamment en conditions de nuit. La première information météorologique certifiée aéro peut être à plusieurs dizaines, voire à plusieurs centaines, au moins une centaine de nautiques de la base hélicoptère. C'est énorme. Le temps qu'il fait à Auxerre n'est absolument pas prévu. La première info météo viable dont le pilote va disposer de nuit à Auxerre, c'est l'information qui est sur Paris. Vous imaginez bien que les phénomènes décrits à Paris par rapport aux phénomènes perçus à Auxerre sont quand même relativement différents. Donc on essaye et on souhaite dans ce projet amener une autre information météo au pilote d'une autre manière, via un autre moyen, et surtout avec une granularité beaucoup plus importante et beaucoup plus intéressante et beaucoup plus interprétable pour le pilote que ce qu'il dispose actuellement avec les classiques, on va dire, METAF et TAF et METAR. Une autre brique, bien sûr, importante, je vous l'ai dit, à partir du moment où le pilote lève les patins et va s'éloigner de sa base, il est complètement déconnecté. Donc il a beau utiliser son smartphone, même s'il n'a pas le droit, la 2G, la 3G, la 4G, tout ça, il faut oublier. Il reste quelque chose où en fait, le pilote, il a la petite documentation papier qu'il a envoyée, mais il n'a plus accès à la mise à jour. Donc ça, encore une fois, dans des machines qui ne sont pas les plus évoluées, ça se soigne, et ça se soigne par l'adjonction d'un boîtier de communication multiplateforme. On va chercher dans ce projet-là à intégrer des boîtiers de communication en temps réel dans les machines pour bénéficier d'un maximum de flexibilité. Quand on est près du sol ou près de la base, on va pouvoir utiliser une connexion Wi-Fi avec un fort débit pour envoyer beaucoup d'informations au départ et avoir un bon packaging de la mission. Quand on va commencer à s'éloigner, mais à être en plus basse altitude, on va essayer de tirer bénéfice des réseaux classiques de téléphonie, donc 1G, 2G, 3G, 4G. Et puis lorsque vraiment on va être trop ou dans des zones trop critiques, par exemple en montagne, mais où on a quand même besoin de reconfigurer la mission et de changer de destination, et bien là on va basculer sur des communications satellites avec un objectif de minimiser au maximum la quantité d'informations à échanger, parce que bien évidemment quand vous faites passer 1 octet d'informations sur du Wi-Fi, c'est gratuit. 1 octet d'informations sur de la 4G, c'est pas très très cher. 1 octet d'informations sur ce qu'on appelle du SATCOM, ça commence déjà à coûter. Autre paramètre intéressant, ça va être, comme je vous disais, le situational awareness. Donc arriver à augmenter la perception du pilote de son environnement, lui faire voir ou en tout cas détecter des objets que naturellement il n'aurait pas pu détecter. Donc ça passe par l'intégration à bord des machines de capteurs performants, plus performants que ce qui existe déjà, encore une fois avec une dimension économique qui reste contenue. On peut bien évidemment mettre des caméras infrarouges ou qui ont des traitements qui coûtent plusieurs milliers de dollars ou d'euros. Le but, c'est d'arriver à faire la même chose avec des technologies qui sont plus abordables et plus pragmatiques économiquement. Avant même de parler de technologie, on va parler d'encombrement. Vous voyez bien que sur la première image, on ne va pas être très très optimal, on ne va pas s'intégrer correctement à l'hélicoptère si on lui amène un objet de plusieurs
dizaines de kilos devant qui va boucher la vue au pilote. Voilà. Donc on a aussi cette contrainte d'encombrement qui va être nécessaire et qui va être traitée par les sociétés responsables de l'intégration du capteur. Petit exemple et petite expérimentation que l'on a déjà faite. Voici une photo prise de nuit, hein, il était à peu près 23 heures quand on a pris la photo, dans des conditions de spectre visible. Donc vous devez imaginer que c'est un pilote, alors bien sûr la photo est prise du sol, mais un pilote qui serait proche du sol et qui voudrait atterrir devant le parking de ce bâtiment, eh bien, il voit très très bien le bâtiment parce qu'il est éclairé, il est même quelque part un petit peu aveuglé par les spots qui sont présents, mais a priori rien de problématique. Quand on va basculer en vision infrarouge, voilà ce que le pilote avait en fait en face de lui. Et vous voyez comme le situational awareness, comme la technologie peut quand même sauver quelques situations. Vous imaginez le cas où le pilote, par acquis de conscience, veut faire une petite rotation autour du bâtiment pour vérifier la situation. Voilà ce qu'il avait en face de lui. Derrière, quand on va venir corréler le visible avec l'infrarouge, on peut avoir des traitements numériques qui nous permettent de faire encore plus ressortir les objets. Et là, j'attire particulièrement votre attention sur le haut de la grue. On arrive à faire la différence entre les parties massives, comme le poste du grutier ou le contrepoids, par rapport aux éléments plus, on va dire, perméables, ou en tout cas plus fins, que sont le treillis de la grue. Non pas que l'un soit plus dangereux que l'autre, mais en tout cas, c'est pas tout à fait le même objet. Et en termes de reconnaissance pour le pilote, il sait là qu'il a affaire à une grue. Dernière slide, j'espère avoir tenu les 10 minutes. Et ben voilà, c'est la dernière. Donc quelques mots en fait sur le planning de ce projet. Je vous l'ai dit, il a été démarré en décembre 2013. On a un premier jalon qui est pour juin de cette année, donc c'est tout proche, qui est de faire la démonstration du générateur sol, donc s'affranchir des reliefs et des obstacles artificiels. Pour l'instant, on est à peu près sur un trajet moyen, comme le décrivait Inaer ce matin, en prenant en compte donc, le relief, les lignes électriques, haute tension, très haute tension, et également les antennes émettrices, sur lesquelles on a des bases de données assez bien faites en France. On arrive à peu près sur un vol qui va faire 1 heure, 1 heure et demie, à peu près 10 000 obstacles à traiter, en termes de possibilités sur toutes les trajectoires probables. Pour juin, on doit montrer qu'on est capable d'éviter ce relief et ces obstacles en moins de 5 minutes avec cet ordre de grandeur en termes de quantité de données. Derrière, en décembre de cette année, pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à revenir vers moi ou revenir vers le consortium ou le projet. On va faire la même chose, mais cette fois-ci en intégrant les données météo et les espaces aériens. Donc détecter et prendre en compte les phénomènes météo significatifs, givrage, nébulosité, système orageux, vents verticaux. Pour l'instant, la liste n'est pas arrêtée. Définir une trajectoire qui les évite, avec bien sûr des seuils et des allers-retours qui seront nécessaires avec les pilotes impliqués. Et également éviter les espaces aériens pour lesquels on a des prévisions d'activation, notamment les espaces militaires. Il y a des espaces dans lesquels vous pouvez rentrer en demandant l'autorisation, gentiment, des fois en insistant un peu plus, et puis il y en a certains où c'est même pas la peine de rentrer parce que vous vous faites tirer dessus. Ça, cette connaissance-là, elle existe, elle est dans l'information aéronautique. S'il y a des activations un petit peu plus intempestives, une fois que le pilote est en vol, il ne peut pas le savoir. Dernier jalon, et je vais revenir sur la formule de ce matin. Alors je suis désolé, je ne sais plus qui l'a donné, mais le démo hors d'ail, on est bien conscient que sans démonstrateur, eh bien, un projet de recherche n'a pas le même poids et n'a pas le même impact. Donc décembre 2016, on va faire un exercice grandeur nature avec un hélicoptère et des équipages d'INAER notamment, pour valider le concept de ce projet, valider le démonstrateur et valider les différentes briques technologiques. Chaque brique peut être prise indépendamment, et avec tout ce que vous avez eu précédemment et les concepts de César, vous voyez que chacune des briques peut se mettre, on va dire, dans un des concepts de César, pris conjointement
Vous avez le projet Pass for Flight et vous avez quelque chose qui est vraiment opérationnel avec une échéance relativement courte, plus courte que les grands projets qui sont plutôt sur des échéances de l'ordre de plusieurs années à plusieurs dizaines d'années. Et j'en ai terminé. Merci pour votre attention.